la clé d'une vie épanouie, heureuse, même si ça va être difficile, hein, c'est de travailler dans un truc qui te passionne. Travaille, travaille, travaille. Tu bosses. Bonjour. Salut Diego. Merci déjà d'avoir accepté cette interview. C'est très gentil, je suis très honoré. Bah écoute, ça fait plaisir. Écoute, faut toujours donner la chance à la future génération. Donc tu t'y prends encore plus tôt que certains. Et j'ai regardé ce que tu fais, c'est cool. Donc avec plaisir. Merci beaucoup. Alors j'ai lu que vous avez commencé par 3 ans de médecine. Ouais, voilà. Ouais, j'étais en médecine. 3 ans de médecine avec une licence en biologie cellulaire. en biologie. Après. Et comment j'ai fait pour arriver ici dans voilà, une voiture ancienne. Je pense qu'il y a la passion. Après, c'est des accidents de vie. Ça s'est pas fait comme je voulais aussi au départ sur la médecine. Et puis à un moment, tu sais, je me suis dit c'est soit je continue en recherche. J'ai failli faire de la génétique parce que je trouvais ça très très intéressant. Mais moi j'aime bien discuter avec les gens, j'ai un côté assez empathique. Et je me suis dit mon quotidien dans la recherche, ça va être de discuter avec des petites souris dans un laboratoire. Avec la blouse blanche. Ouais, avec la blouse blanche. Alors c'est hyper intéressant, mais en termes de contact humain, ça va être un peu limité. Ouais. Et je me suis réorienté dans le journalisme. Et puis après, j'ai fait du journalisme scientifique à la base. Après, j'ai fait du journalisme géné, ce qu'on appelle l'info générale. Et puis, comme j'étais passionné d'automobile, j'ai commencé à bosser un petit peu, à faire des trucs en presse auto. J'ai commencé à piger. Et de fil en aiguille, j'ai fait le parcours que j'ai fait. Donc, c'est du travail, des opportunités et surtout du travail. Du coup, l'automobile, vous l'avez commencé à peu près à quel âge? J'ai commencé, j'étais déjà en stage. J'avais fait un stage de fin d'études à Automoto et du coup j'avais 23 ans. Voilà, donc j'ai commencé à peu près le secteur automobile à 23 ans et j'aimais ça de toute façon. Moi j'aimais l'automobile depuis que j'étais gosse, donc ça c'était assez naturel chez moi. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous les utilisez toujours, ce que vous savez en termes de sciences? Est-ce que mon parcours scientifique, ouais, ça me sert beaucoup parce que si tu veux les études de sciences, que ce soit des études d'ingénieur, que ce soit des études de médecine, les trucs un peu compliqués, ça te structure bien le cerveau, tu vois, ça te donne de la méthode et ça te permet d'avoir une méthodologie de travail. Et donc effectivement, ça m'aide beaucoup. Les cours de médecine m'ont aussi entraîné la mémoire. Donc j'ai une bonne capacité à mémoriser les choses. Ça c'est très important. Et dans mon métier, ça me sert tous les jours. Donc effectivement, j'ai cette capacité, mais parce que je l'ai aussi travaillé grâce à mes études. Direct Auto a duré 19 saisons. 19, donc à peu près 20 ans. Ouais, presque, mais 19 saisons, ouais. Bonjour, c'est Grégory Galifi. Bienvenue sur la chaîne officielle de Direct Auto. Ça a commencé sur Direct 8, ouais. Après C8. Après D8 et après C8. D8. Ça s'est appelé C8 quand Canal+ a racheté D8. Donc le D s'est transformé en C pour Canal. D'accord. Pour moi, parce que moi je regardais beaucoup la télé, mais il n'y a pas que moi. Il y a plein de passionnés qui vous regardez tout le temps en fait, dès que vous passiez à la télé. Oui, et du coup, vous étiez le visage emblématique de un peu l'automobile, du journalisme. Vous avez inspiré beaucoup de personnes. Ben écoute, ça me fait plaisir. Et c'est marrant ce que tu me dis, mais hier j'ai croisé 3 personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit moi je vous regardais quand j'étais plus jeune. J'ai sympathisé, mais c'est le pote d'un pote, mais c'est un designer automobile qui a été designer chez Ferrari. Qui est aujourd'hui designer chez Alpine, marque pour pas le citer. Et il m'a dit quand j'étais plus jeune, il me dit je regardais Direct Auto et ça m'a donné, ça a entretenu ma passion ou ça m'a aidé dans ma passion automobile. Et aujourd'hui le type, si tu veux, il dessine des Alpines et avant il a dessiné des Ferrari. Donc si tu veux, c'est un super cadeau. Quand quelqu'un vient me voir en me disant vous m'avez donné la passion automobile et en plus qu'il en fait son métier et qu'il nous fait des merveilles, moi j'ai tout gagné. Donc ça c'est des choses qu'on ne mesure pas, mais quand on te le dit, ça fait toujours extrêmement plaisir. Parce que la passion automobile, ça s'entretient et ça se donne. Ouais. Je pense que vous devez être très très fier de votre vie parce que quand même, vous avez inspiré pas mal de gens, vous avez changé pas mal de vies.
pour les gens qui vous regardaient quand même. Je sais pas si j'ai changé des vies, mais bon, du moins, si tu veux, on a apporté des bons moments. On essaye d'en apporter encore aujourd'hui, si tu veux, parce que il y a eu la fin, bien sûr, de C8, mais pour moi, l'aventure s'arrête pas, elle s'est pas arrêtée. Oui. Donc maintenant, je me suis digitalisé beaucoup sur mes réseaux sociaux, avec ma chaîne YouTube Greg Galifi, avec mon Instagram également, Grégory Galifi. Je poursuis l'aventure différemment et en étant peut-être un peu plus, encore plus moi-même et encore plus ce que je suis réellement, un passionné comme tout le monde et aussi un défenseur de la passion automobile et de l'automobile en général. C'est vraiment ce que je vais essayer de développer encore plus parce que je pense qu'on en a besoin et je le fais de façon très sincère. Je suis très, étonné parce que vous avez rebondi méga rapidement. Oui, peut-être, merci. Je pense que on est au début du rebond. J'espère que ça va encore vraiment progresser parce que moi, mes objectifs, moi, je suis un éternel insatisfait. Je suis jamais content de moi, donc faut toujours que j'avance. Mais c'était aussi des envies que j'avais d'être plus proche des passionnés automobiles, d'être plus proche des problèmes qu'on vit au quotidien avec les ZFE, avec le malus. Avec toutes les restrictions qu'on peut potentiellement craindre sur la voiture de collection, parce que moi je le vis dans mon quotidien et je pense que il y a besoin d'avoir des porte-voix et j'espère l'être et l'être encore plus dans les mois et les années à venir. On essaie de rebondir, mais je le fais. C'était nécessaire, mais c'était aussi des envies que j'avais au fond de moi. Quelle a été votre plus belle anecdote de Direct Auto? Alors ça, on me la pose souvent cette question et j'ai du mal à y répondre. Parce que si tu veux, ça a été 19 saisons exceptionnelles, des rencontres extraordinaires, des voitures incroyables à rouler. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont des amis aujourd'hui, des amis très proches. J'ai des moments incroyables. Si tu veux, c'est un métier qui est riche en rencontres. Tu seras pas le plus riche à la banque, mais tu vis des trucs de par la passion. Des vrais moments de sincérité. Donc j'ai plein de moments qui me viennent comme ça, mais si tu veux, je pense à une personne que j'ai rencontrée grâce à Direct Auto, grâce à l'émission, il s'appelle Eric Richard. Aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs potes. Et c'est comme mon grand frère, quoi. On a une relation de fraternelle. C'est un truc de fou. Mais ça s'est fait naturellement. Et des fois, t'as des coups de foudre dans la vie, mais t'as aussi des coups de foudre sentimentaux, mais t'as aussi des coups de foudre amicaux. Et ça fonctionne de la même façon. Et l'automobile m'a donné ça. Donc j'ai des beaux moments comme ça, j'en ai quelques-uns. Vous avez commencé à parler de richesse, mais pas forcément du coup à la banque. On dit souvent que la langue française est riche en vocabulaire. Le français a un panel de mots, d'expressions, de choses comme ça. On a beaucoup de chance. On maltraite un peu le français depuis longtemps et les gens s'appauvrissent énormément en termes de langage, mais on a une langue, on a une histoire littéraire exceptionnelle. Ouais, on a une histoire, c'est fou en fait. Vous avez participé au Tour Optique 2000 plusieurs fois, dont en... Le Tour Auto, ouais. Ouais. Il s'appelle plus Optique 2000 parce que c'est plus le sponsor principal, mais le Tour de France automobile, tu peux l'appeler comme ça, le Tour Auto. Et vous l'avez fait en 2021 avec une Golf. Ouais. Pour la Golf, parce que le Tour Auto, ce sont des voitures que tu peux inscrire jusqu'à l'année 1973. Et la Golf en 73, elle n'existe pas. Elle sort en 74 et la GTI sort en 76. Mais chaque année, l'organisation du Tour Auto permet une dérogation pour certaines voitures historiques
C'est pour ça que tu as les Ferrari 308 Pichelotto, ce genre de choses, qui sont des voitures qui sont post-73 et qui sont inscrites. Et en 2021, la Golf 1 GTI fêtait les 40 ans de sa victoire au Tour Auto dans sa classe. Elle avait gagné en 81. Et on avait fait un dossier, on avait demandé, on avait un peu poussé pour qu'ils l'acceptent. Ça n'avait pas été gagné, mais bon, ils ont accepté au final. Et on a inscrit une Golf 1 au Tour de France. Et du coup, personnellement, ça vous apporte quoi de faire des choses comme ça? Bah, c'est le Tour Auto, c'est une semaine exceptionnelle. C'est une semaine où tu es au contact avec les gens. C'est une semaine, si tu veux, où ton métier, qui est un métier, si tu veux, moi je parle à des caméras. Comme toi, alors on parle à des caméras. Donc c'est un peu déshumanisé. Mais quand tu es au Tour Auto, tu vas voir des milliers de gens au bord des routes qui viennent te voir, qui sont sympas, qui te disent « Ah, votre émission, on l'adore. Ah, vous êtes super, vous êtes un passionné, vous êtes comme nous. » Donc tu as, dans l'année, c'est le moment, moi c'était le moment, le Tour Auto, où j'étais vraiment en contact, entre guillemets, avec le public automobile. Donc il y avait une sorte de communion. Et moi, c'est ça que j'aimais. Et c'est ça que j'aime dans le Tour de France. Ce que je ferai pas cette année, parce que comme je mets en place beaucoup de choses sur mes réseaux sociaux, j'ai pas le temps, parce qu'il faut le préparer, le Tour Auto. Si tu veux, c'est pas t'arrives et tu te poses dans la voiture et tu roules. Moi, j'étais un peu team manager à chaque fois, quasiment à chaque fois. À part sur les quelques Tours Auto que j'ai fait, quelquefois je les ai fait avec des marques automobiles, et là tout était réglé par eux. Donc là, c'était facile. Mais souvent, moi, j'ai fait aussi office de team manager. Et le coup de la Golf, c'est moi qui ai géré la voiture. Mais bon, c'est super, c'est une aventure humaine exceptionnelle, sportive et humaine exceptionnelle. Mais tu vois, je dis d'abord humaine avant de dire sportif. Oui. Après la fin de C8, ouais. En 2025. Ouais, il y a un an. Ça va faire un an là. Et l'arrêt mouvant de Direct Auto. Ouais. Ça a été compliqué pour certaines personnes parce que ils vous voyaient toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines. Ils vous voyaient toutes les semaines et il y en a beaucoup qui ont été orphelins de Direct Auto, même encore aujourd'hui. Hein. Tu vois, ça va faire un an et il y a plein de gens qui me disent quand est-ce qu'on vous envoie sur une chaîne de télé, quand est-ce qu'on vous nous manquez, etc. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Vraiment, c'est d'une bienveillance incroyable. Moi, j'ai encore plus mesuré l'impact qu'on pouvait avoir au quotidien avec l'arrêt de Direct Auto, avec les centaines, les milliers de messages qu'on a reçus sur les réseaux sociaux, tous les messages de sympathie, les gens que tu croises dans la rue, sur les salons encore plus, parce que là, t'as vraiment que des passionnés. Je me suis dit, ah ouais, vraiment, je pensais pas qu'on était si important dans le quotidien des gens, dans le quotidien des passionnés. Donc c'est pour ça qu'aussi, je me suis tout de suite remis au travail sur le digital en me disant, on peut pas arrêter l'aventure et on se doit de continuer. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, allez, de toute façon, tu avais deux options. Soit tu te morfonds et tu dis, ah, les méchants, ils ont fermé C8. Soit tu dis, allez, vas-y, on attaque, on a la niaque. Et je préfère la deuxième option. Donc, il y aura peut-être un retour à la télé, non? Peut-être, mais si tu veux. De toute façon, aujourd'hui, le digital, c'est en train de monter en force. Donc, c'est hyper important d'être présent. Et puis, si demain, il y a une proposition pour une nouvelle émission de télé ou une émission de radio, comme moi, j'ai envie de la faire, je dirais pas non. Mais de toute façon, déjà, je suis bien occupé avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en fait, Direct Auto, c'était une émission qui se voulait et proche des passionnés. Et c'est ce que je veux continuer sur le digital. C'est que moi, je suis un passionné, tout simplement. Donc, l'idée, c'était l'émission des passionnés pour les passionnés, faite par des passionnés, tout simplement. Et donc, effectivement, on allait vers les gens, on allait voir les clubs, on est présent. Moi, je suis présent à des Cars & Coffee, pas parce qu'il y a des caméras, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller, à titre personnel. Sur votre chaîne, les abonnés choisissent la programmation. Ouais. Comment vous gérez ça au quotidien? Je lis, tu sais, tout simplement. Je dis, je fais des propositions, les gens m'envoient beaucoup de messages et j'essaie de lire, pas tout, mais presque tout. Parce qu'on est une toute petite équipe, mais on y arrive. Et puis après, il y en a qui me disent ce serait sympa de parler de ça. Et quand j'ai un modèle qui revient régulièrement, je me le mets dans un coin de la tête. Et puis après, des fois, je fais une demande sur les réseaux sociaux. Je dis, est-ce que quelqu'un a une 205 Rallye? Boum, j'ai 3 demandes. Celle qui est la plus proche, géographiquement parlant, pour des questions de logistique, on appelle le propriétaire. Mais le type est adorable. Il vient nous dire, moi, je pose une journée de travail, je vous apporte ma voiture. La passion, c'est ça, c'est que ça réunit les gens. Passer d'une grosse émission télé à une, on va dire, toute petite chaîne YouTube, déjà, ça fait quoi pour vous? Si tu veux, il faut un peu de résilience. Il faut se dire, tu prends un peu sur toi parce que effectivement, tu n'as pas les moyens techniques, tu n'as plus les moyens techniques d'une chaîne de télé, ce qui est normal. Ça t'apprend à être un peu plus polymorphe,
d'être encore plus réactif. Et moi, je dis souvent en ce moment, on travaille un peu comme une start-up. Tu vois, on est dans notre garage et on bricole. Mais la bricole marche plutôt bien. Et les gens commencent à... Tu vois, les gens que j'ai croisés là, depuis 3 jours à Rétromobile me parlent plus de ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux que de Direct Auto. Donc on est en train de faire la bascule vers ce que je veux faire. Tu vois, cette nouvelle orientation en termes de prise de parole, en termes de défense de la passion automobile des automobilistes. Donc c'est bien, c'est que il y en a un qui veut braquer la GT3 RS, ça marche pas les gars. C'est pas moi. Donc si tu veux, voilà, on est en train de changer de mode de fonctionnement, mais c'est bien. Après, voilà, ça t'apprend aussi à te remettre en question, et ça fait pas de mal parfois. Mais bon, de temps en temps, t'as des petits coups de blues, hein, c'est logique, mais ça fait partie du jeu. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer sur les réseaux sociaux ou veut faire de la télé comme vous? Travail. Tu bosses, tu lâches rien. Quand il y a un job que les autres ne veulent pas faire, tu le fais. Moi, tu vois, j'ai commencé à Autoroute FM. On me dit, tiens, tu vas bosser, tu parles à des routiers la nuit. Ouais. Moi, j'étais encore étudiant, que je faisais la nuit le week-end. Je faisais la tranche du vendredi entre minuit et 6h du matin. Et je faisais la tranche du dimanche, du samedi soir entre minuit et 6h du matin. C'est-à-dire que j'étais en cours, mes 6 derniers mois de cours à la fac, j'étais en cours la semaine. Et le vendredi soir, à minuit, j'étais à l'antenne. Et le samedi soir, pareil, jusqu'à 6h du mat. Je rentrais chez moi, il était 7h du mat. Et le lendemain matin, à 8h, j'étais à la fac. J'ai certains de ma promo qui sont un peu foutus de ma gueule en me disant tu parles à des routiers la nuit. Voilà. Mais bon, moi, j'ai toujours bossé. Et je me suis dit, c'est pas grave. C'est peut-être pas prestigieux. Tu vois, je suis pas à RTL ou à Europe 1. Mais j'apprends. Et j'ai appris énormément. Parce que j'étais autonome déjà. Donc, tu bosses. Tu te lèves le matin. T'as des idées. Et il faut sentir les choses. Les médias, la vie de toute façon de manière générale, c'est en perpétuelle évolution. Donc c'est bien tu vois, aujourd'hui je me concentre beaucoup sur le digital parce que il faut s'y mettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est en train de basculer sur le digital en grande partie. Au lieu de me dire, ah non mais moi j'ai fait 20 ans de télé, j'aspire uniquement à faire de la télé, tu vois, je me remets en question. C'est se mettre des limites en fait. Faut pas s'en mettre. Bah oui, faut pas se mettre de barrières. Les limites, c'est le ciel. Et encore. Donc, non, voilà, bosse, faut que tu bosses. Vous parlez souvent des voitures qui prennent de la valeur. Ouais, parce qu'on me pose la question, donc je réponds à cette question. Comment vous faites vos recherches Moi, je demande à ceux qui savent. Tout simplement. Tu vois, là, sur l'émission Rétromobile, cet après-midi, je vais animer une table ronde avec 3 marchands, notamment ici, Karl Jaeger, et 2 autres marchands, qui ont des profils différents parce qu'ils touchent à des catégories de voitures et des époques qui sont différentes. Et eux, ils vont me donner, après 3 jours, 4 jours de Rétromobile, la tendance du marché. Et moi, si tu veux, je n'ai pas la science infuse. Je pose des questions. Mon métier de journaliste, c'est de poser les questions aux personnes qui savent. Donc, je pose la question à ceux qui vendent des voitures. À Rétromobile, on voit qu'il y a des hypercars, des supercars, et même des anciennes. Surtout des anciennes. Bah oui. C'est la base de Rétromobile. Rétro, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'en pense que du bien. Je vais à Rétromobile depuis des années. En fait, ce que je vois surtout, c'est que tu as une évolution. Tu as moins d'anciennes. Les voitures des années, les voitures d'avant-guerre, tu n'en as quasiment plus. Ouais. Pas beaucoup. Les voitures des années 50-60, tu en as encore, mais c'est en train de baisser en termes de volume. Et tu vois de plus en plus sur les stands des voitures des années 70, 80, 90 et même déjà 2000. Tu vois, ça, c'est les années 80. Ouais. Ça, c'est les années 2000. Derrière, tu as les années 90. Donc, tu as une évolution, tu as un rajeunissement Oui. des voitures qui sont présentes, mais tu as aussi un rajeunissement des gens qui sont dans les allées. Donc, l'automobile, la passion automobile, c'est toujours très générationnel. Ça suit les générations. Donc, malheureusement, ceux qui s'intéressaient aux voitures des années 20, les années 30, les personnes qui étaient contemporaines de ces voitures-là, ils sont décédés. Malheureusement, toute cette passion sur ces modèles-là est en train de s'éteindre. Mais malheureusement, c'est naturel. Dans les supercars, les hypercars, les anciennes, les voitures donc rétro, c'est quoi qui vous attire plus à Rétromobile? Moi, je suis un fan de Youngtimer. Moi, j'aime les voitures des années
c'est large, hein. Mais je te dirais fin 70 jusqu'à début 2000. D'accord. Après, en termes de style, je trouve que les plus belles voitures, celles qui ont été les plus belles, c'est les années 50-60. En termes de design, les années 50-60, c'est les plus belles voitures du monde. Ouais, là, je suis d'accord. En allant sur des événements, est-ce que vous avez découvert une histoire sur une voiture ou sur quelqu'un qui est complètement folle? T'apprends toujours des choses. Parce que l'automobile, c'est des histoires d'hommes. C'est des hommes qui ont fait ces voitures-là. Donc, t'apprends toujours une anecdote, un truc en particulier. Je vais donner une info. Les Porsche, tu sais, tu as ce qu'on appelle le tissu Pépita. C'est un pied de poule noir et blanc. L'origine du pied de poule noir et blanc du tissu Pépita chez Porsche, c'était parce que Ferry Porsche, donc le fils de Ferdinand Porsche, mais le Ferry Porsche, c'est lui qui a dessiné la 911. Il adorait les vestes pied de poule. Et un jour, ses employés, pour lui faire plaisir, ils lui ont fait une surprise et ils ont fait un intérieur de Porsche avec le motif du tissu de sa veste, le pied de poule, juste pour leur patron. Et c'est devenu iconique. Et ça a été maintenant décliné, c'est ce qu'on appelle le tissu Pépita dans les Porsche. Voilà, ça c'est une anecdote. Et t'en as plein. Bah moi, ma Porsche préférée, c'est la Porsche 911, la classique, les anciennes. Type F, ouais. Pour moi, c'est les plus belles Porsche. C'est le premier dessin, c'est le plus pur. Avec l'arrivée des nouvelles voitures, donc les électriques, les autonomes, toutes les voitures qui sont comme ça récentes, vous pensez qu'il y aura un arrêt pour l'amour des vieilles voitures? C'est une question difficile, je ne l'espère pas, mais on peut se poser des questions. Disons que je pense pas qu'on aura la passion dans 40 ans pour des voitures électriques et autonomes, parce que pour moi ça va pas dans le sens de la passion. Et moi j'ai envie de te dire, je suis presque un vieux con par rapport à ça, parce que moi, pour moi la voiture c'est un moteur. Donc thermique, c'est du bruit, c'est des odeurs, donc déjà ça c'est un peu une vision un peu passéiste. J'espère que la passion va poursuivre. Quand on voit que les allées sont pleines de gens, ça fait plaisir. Ouais. Je pense qu'il y aura, ça restera, mais ça va peut-être s'adresser à une élite. Parce que les prix risquent peut-être de monter. Ouais. Et à un moment, j'ai peur que ça devienne moins populaire. Dans le sens accessible, tu vois. Oui. Il y aura toujours des amateurs, mais peut-être on aura moins de la possibilité d'acheter les voitures. On le voit, hein, les voitures commencent à monter en termes de cote. Ouais. Donc, à voir. Mais la passion est quand même très très présente. Donc vous pensez qu'il y aura presque plus de voitures anciennes comme ça dans 10 ou 20 ans à Rétromobile? Non, je pense qu'il y aura dans 10-20 ans, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais est-ce qu'on pourra encore se les acheter? Ça, ce sera la vraie question. Si vous pouviez donner un conseil à la jeune génération, la mienne par exemple, qui veulent faire des choses dans l'automobile, ou alors donner une phrase pour inciter les jeunes à s'intéresser à l'automobile. Je vais te donner une phrase qui est une phrase un petit peu générale, mais l'idée est la même, que ce soit pour la passion automobile. Essayez toujours de travailler dans ta passion. Si tu es passionné de chevaux, va là-dedans. Si tu es passionné d'automobile, va là-dedans. Il faut que tu te lèves le matin, que tu as envie de te lever. Donc, la clé d'une vie épanouie, heureuse, même si ça va être difficile, hein, c'est de travailler dans un truc qui te passionne. Donc voilà, tout simplement. Si t'aimes la bagnole depuis que t'es gosse. Hein. Surtout être un truc qui te passionne, quel qu'il soit. Eh ben, je vous remercie énormément d'avoir accepté cette interview. Merci Diego pour l'invitation. Et surtout, bonne continuation pour ces vidéos sur Insta et sur YouTube. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci énormément, vraiment.